suis le délégué régional de l'UDES en Hauts-de-France. Donc, dans le cadre de la mission qui est confiée à l'UDES au niveau de notre région, nous avons développé un accord de développement d'emploi et des compétences. Et dans ce cadre, nous avons mis en place ce webinaire sur la mutualisation des ressources. Effectivement, ça tombe bien en plus, puisque actuellement, avec la crise Covid, un certain nombre d'opérateurs se posent des questions sur comment stratégiquement faire face à cette crise et du coup à partager des ressources pour appréhender au mieux l'avenir de leur structure. Donc, je... 4 domaines sur lesquels nous avons souhaité porter un focus sur, en première intention, donc sur le prêt de main-d'œuvre, donc avec un témoignage d'une structure, de Daniel en l'occurrence, de la FAT de Roubaix. Ensuite, intervenir sur la problématique des groupements d'employeurs, donc ce sera par Madame Chopard. Avec une spécificité sur les groupements d'employeurs, effectivement, ils peuvent être mis sous forme de SIC. Donc Jean-Marc Florin interviendra en tant que directeur des SCOP pour nous expliquer l'intérêt et les avantages de ce modèle. Et en dernier, donc moi-même, pour le coup, j'interviendrai sur l'ouverture de nos statuts mutualistes qui peuvent peut-être intéresser un certain nombre de structures. Et puis, effectivement, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je laisse la parole à Daniel pour le premier sujet. Très Alors bien. juste avant, pardon, excuse-moi, on avait prévu en effet, bonjour, je me présente, Charles Bozonnet, je travaille à l'UDES, donc en appui de Christophe, comme il l'évoquait. On souhaitait simplement faire une petite mise en perspective, comme on l'avait évoqué, sur la notion de mutualisation pour aussi poser un petit peu les choses, parce que la mutualisation est un domaine déjà extrêmement large, et introduire du coup en effet les 4 intervenants, les 3 intervenants et 4 intervenants qu'on va avoir. Donc simplement en quelques minutes par rapport à cela. Déjà, savoir de quoi on parle, évidemment, comme tu l'as dit, Christophe, quand on parle de mutualisation, on parle de partage de moyens et la partage de moyens est plutôt la traduction opérationnelle de la coopération interentreprise. C'est comme ça qu'on peut essayer de le définir pour essayer d'échanger ou mutualiser des biens ou des services. Donc, c'est un petit peu la définition large qu'on peut se donner. Et évidemment, cette mutualisation, elle va avoir une intensité plus ou moins forte et on va la voir à travers ces différents intervenants, voir la différence d'intensité, je dirais, de la coopération et de la mutualisation. Et évidemment des niveaux d'interdépendance qui vont aussi avoir comme conséquence. Donc, nous, on a identifié, et on n'a pas été les seuls, on a utilisé des ressources que je vais citer tout à l'heure pour essayer d'identifier 4 grandes catégories je dirais, de moyens qu'on peut mutualiser. Il y a tout d'abord les moyens techniques, c'est-à-dire mutualiser les outils en tant que tels. Donc ça, c'est une première catégorie, je dirais, de mutualisation. Il y a évidemment la mutualisation des moyens. On va d'ailleurs s'y pencher plus particulièrement sur partager les compétences, éventuellement un réseau relationnel. Et il y a 2 autres types de mutualisation qu'on peut aussi identifier. C'est la mutualisation des moyens financiers à travers des ressources en capital, par exemple, des ressources financières. Et enfin, les moyens politiques, c'est-à-dire là, à réfléchir, à construire ensemble sur des stratégies cohérentes de mutualisation. Donc, on voit qu'en fait, la notion de mutualisation recoupe des domaines assez larges en réalité. Et donc, j'évoquais tout à l'heure la notion d'intégration. C'est vrai qu'on peut identifier différents, je dirais, degrés d'intégration. Alors là, je cite l'Avis, notamment dans un bon magazine qu'ils ont développé là-dessus sur la coopération, je vais le citer tout à l'heure, où on peut distinguer schématiquement 4 grands types de coopération plus ou moins intégrés. Il y a d'abord, je dirais, l'écosystème, qui est vraiment la coopération accessoire ponctuelle qu'on peut avoir, souvent qu'on fait d'ailleurs sans forcément le formaliser. Dans un degré plus formel, on peut qualifier notamment la question et la notion de réseau. Vous en faites forcément ou probablement partie parmi celles et ceux qui interviennent et qui participent à ce webinaire. Là, on est sur une coopération un petit peu plus significative, plus durable, mais on est bien sur l'idée d'indépendance complète des parties, notamment en matière de gouvernance. Donc ça, c'est un point important.
Et il y a deux, je dirais, modalités un peu idéales typiques qu'on peut distinguer. C'est la notion de groupement, qui est là une coopération plus durable, avec une participation unilatérale ou bilatérale à la gouvernance de l'autre entreprise. Donc là, déjà, on est dans le partage aussi de la gouvernance de manière un peu plus intégrée. Et enfin, il y a la notion qui pourrait être la plus intégrée, qui est la notion de groupe, qui est là, qui prévoit notamment le pouvoir, je dirais, exclusif d'une entreprise ou d'une structure sur les autres. Et donc là, évidemment, on voit à travers ces quatre types un peu idéal, typiques, encore une fois, de coopération, qu'on peut être du moins intégré au plus intégré. Donc cette notion de coopération, déjà, peut être, je dirais, étudiée par rapport à cet angle-là. Et enfin, pour aussi voilà, rentrer dans ce webinaire de manière assez claire par rapport aux témoignages qui vont être présentés, on peut aussi imaginer différents enjeux à la mutualisation et ils vont probablement être brossés par les intervenants au fur et à mesure de leurs interventions. Il y a évidemment des aspects financiers. On peut réaliser ensemble plusieurs opérations comme des apports en fonds, en capital, des souscriptions d'obligations, des prêts, centraliser des trésoreries. Ça peut être ce type d'enjeu qu'on peut essayer d'aller rechercher à travers de la mutualisation. Il y a des aspects fiscaux, évidemment, sur les régimes fiscaux des regroupements, sur les régimes mère-fille, par exemple, les régimes d'intégration fiscale, pour avoir une seule et même entité fiscale, ce qui peut être intéressant parfois, ou l'accès, par exemple, au régime des dons et des donations et des legs, notamment pour les associations reconnues d'utilité publique. Et puis, il y a également un troisième aspect qu'il faut garder en tête, je dirais, qui est plutôt les aspects sociaux, qui évidemment sont extrêmement importants. La notion, par exemple, de convention collective, en effet, en fonction de la stratégie que vous allez adopter ou du type de mutualisation que vous pouvez adopter, vous allez avoir différentes conséquences sur la question de la convention collective et des droits qui y sont attachés. Ça peut être également sur la représentation du personnel, par exemple avec la constitution de comités de groupe, d'unités économiques et sociales ou d'instances plus largement de dialogue social commune. Donc, il me semblait, hein, pardon Christophe, il me semblait intéressant en tout cas de remettre un peu en perspective tout ça. On voit bien, la notion de mutualisation est assez large. Elle relève de différents objets, moyens humains, moyens techniques, moyens politiques, moyens financiers, de différents niveaux d'intégration et de différents aspects d'enjeux. Et ils sont présentés ici. Moi, je vous invite pour aller plus loin à consulter, c'est disponible sur Internet, cette rubrique, là, enjeux juridiques et financiers de la coopération, qui a été publiée par l'Avise et Juris Association en 2017, et qui détaille très bien ça. On pourra d'ailleurs faire le relais ensuite de ce webinaire pour les participants et les inscrits pour aller un peu plus loin sur ces enjeux-là. Et du coup, comme tu l'évoquais, Christophe, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse ensemble, là, et évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire, qu'on puisse déjà avoir des témoignages sur ces différentes stratégies, je dirais, de mutualisation à travers, comme l'a dit Christophe, quatre témoignages. Celui de Daniel sur le prêt de main-d'œuvre. Il va nous expliquer un peu son retour d'expérience sur cette notion. Celui de Florian Chopard sur le centre des groupements d'employeurs. Celui de Jean-Marc Florin sur les scopes. Et le tien, Christophe, comme tu l'évoquais, sur la stratégie au niveau de la mutualité. Voilà, pardon pour ce petit point, mais je crois que c'était important de mettre en perspective un peu ces notions. Et du coup, Daniel, je te laisse la parole par rapport à ça pour commencer un premier témoignage. Alors, Daniel Hughes, je suis le directeur d'une structure d'aide à domicile famille qui travaille sur le secteur de la métropole lilloise. On est donc bien sûr fédéré avec la CSF, une fédération qui est adossée à une confédération syndicale des familles. Donc, je suis aussi représentant UDES et donc je viens sur un témoignage qui peut être partagé sur une logique de coopération qui a été menée dès le départ, des premiers jours de notre premier confinement. Et qui vient d'un cheminement de réflexion sur l'identité de nos professionnels, qui sont des professionnels pour la plupart un peu de première ligne au domicile, et ce sont des travailleuses familiales de l'époque qui sont aujourd'hui des techniciennes d'intervention sociale et familiale. Puisque notre service est constitué de 70 salariés, on est à peu près sur 28 communes, et nous travaillons exclusivement sur une logique de suppléance parentale pour éviter le placement, puisqu'on est sur le champ de la protection de l'enfance, et sur une logique préventive
sur tout ce qui est développement et accompagnement du parent sur l'arrivée du nourrisson, puisqu'on travaille dans les logiques de périnatalité, et dans tout ce qui peut être un dysfonctionnement familial, qui peut être par exemple un déménagement, un décès, une difficulté momentanée familiale, puisque nous sommes financés par la CNAF dans ces logiques-là. Donc, il s'est avéré qu'à la période du mois de mars, nous ne pouvions plus, du fait d'une démarche qui a été posée par, je dirais, la protection de l'enfance, de ne plus intervenir auprès des familles pour tout ce qui était médiatisation des enfants, puisque nous attendons exclusivement pour le maintien des liens parentaux pour les enfants placés de l'ASE. Et il se retrouvait que sur à peu près 80% de mon activité, il était impossible de pouvoir continuer notre activité, puisque la plupart du temps, on était au domicile, donc en possibilité de risque pandémique important. Et à l'époque, nous n'avions aussi aucun matériau, pas de pays, comme tout le monde, et on se retrouvait vraiment dans une vraie difficulté au niveau de notre position d'employeur sur cette période-là qui était un peu complexe, même si on a réussi par le biais de certaines solidarités, d'avoir des masques alternatifs, d'essayer d'avoir un peu du gel récupéré par des écoles, qu'on ait aussi réussi à avoir des petites bouses constituées ou construites par un lot ou un flot de bénévoles. Donc ça a été un peu le bricolage de départ. Et il s'est avéré que le département, mais on le savait déjà puisque dans notre réseau, nous travaillons avec bien sûr l'ensemble de la protection de l'enfance et des établissements. Il s'est avéré que le département a lancé un cri d'appel, un SOS pour pouvoir peut-être suppléer des logiques de continuité d'intervention ou de la continuité d'accompagnement d'enfants dans des foyers, dans des maisons d'enfants à caractère social, où il y avait quand même un vrai absentéisme et une vraie difficulté de continuité dans ces services. Donc, on a répondu assez rapidement sur le secteur, puisque la plupart des autres structures avaient plutôt favorisé une logique de précaution. Et nous, on a plutôt essayé de se dire qu'est-ce qu'il serait possible de faire en réfléchissant à deux choses. Il faut savoir qu'on a vécu vraiment une première phase qui était assez complexe. Je pense que tout le monde était dans la même logique, avec une première phase de peur, où on s'est retrouvé avec des salariés en perte de repères, avec même une rupture avec l'emploi. Et cet emploi qui pouvait peut-être donner du sens à un moment donné, mais qui n'était plus dans leur sens premier. Et donc, l'idée de pouvoir essayer de travailler sur cette logique de coopération a été essentielle, avec l'idée de pouvoir favoriser la sécurité de nos salariés. Donc, la première chose, c'était d'aller chercher des EPI ailleurs, puisque nous, on n'en avait pas. Donc, on s'est dit, ces établissements étaient un peu dotés de matériel et ils avaient un besoin de personnel. Donc, on a commencé à mettre en place des conventions, puisque nous étions en accord simplement sur un accord tacite avec le département, de pouvoir favoriser à ce qu'on utilise nos heures qui étaient prévues pour le domicile sur de la prévention, les amener sur des heures de suppléance dans ces MEX. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai favorisé à ce que je puisse aller faire des évaluations sur le terrain. Et donc j'ai rencontré énormément de cadres pour pouvoir essayer de pouvoir travailler sur la logique de faisabilité, d'accompagnement et de monter un cahier des charges, de pouvoir faire un prêt qui soit le plus utile et le plus efficace. Donc, ce qui a été dans un premier temps une vraie découverte pour moi, puisque les besoins n'étaient pas tout à fait clairs. Mais par contre, je me rendais de plus en plus compte que nos professionnels étaient capables de pouvoir répondre à la demande. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on est intervenu dès la première fois auprès d'un grand opérateur qui s'appelle le PDCAE, qui dépend du département, mais qui est départemental. Et on est intervenu sur un prêt de professionnels TISF pour de l'accompagnement éducatif, donc en suppléance de moniteurs éducateurs ou d'éducateurs spé. Et sur un public qui n'était pas tout à fait notre public dédié de départ, puisque nous, c'est la petite enfance et les majeurs n'étaient pas systématiquement notre cœur de métier. Et là, on se retrouvait sur des sorties d'ASE. Donc, une découverte d'un champ nouveau avec un professionnel qui était normalement pas identifié dans ce champ. Donc, on a pu y mettre très rapidement un professionnel qui a fait sa place et qui a pu permettre, je dirais, une continuité de service. Et donc, de cette première expérience, on a pu développer un accompagnement sur l'ensemble du territoire auprès de différents opérateurs comme le GAP, le GIT, l'Aspren et Temps de Vie. Ce qui correspond à 70 salariés mis à disposition, excusez-moi, du mois de mars jusqu'au mois de septembre de cette année.
avec à peu près 95% d'actions de réussite, puisque je n'ai pas eu énormément je dirais, de difficultés. La seule chose, c'est qu'il fallait vraiment prendre un temps en collaboration et en écoute avec nos salariés et avec avec bien sûr les structures qui les accueillaient, où là, on s'est retrouvé excusez-moi, avec des ajustements obligatoires, puisqu'on n'était pas dans ce champ. Et puis, on a pris en charge tout ce qui était la partie administrative, c'est-à-dire le prêt avec le contrat, avec les conventions. Et ça a été une activité qu'on a développée sur toute la période. Excusez-moi, ce qui correspond à peu près à 700 enfants accompagnés sur les 3000 placés du département. Et on a travaillé, donc notre périmètre, c'était le périmètre qui était un périmètre assez restreint, qui était la métropole lilloise et surtout la DT de Roubaix-Tourcoing. Excusez-moi, c'est un chat. Et donc là, mon périmètre s'est un peu agrandi puisqu'on était jusqu'à Saint-Lenoble, Arras, Lille, l'ensemble de Lille, et bien sur Ronchin et bien sûr sur notre territoire qui était la DT de Roubaix-Tourcoing. L'expérience était très intéressante puisqu'on a aussi mis en place un copil où on réunissait l'ensemble des directeurs de ces structures pour justement mettre en place les besoins de façon hebdomadaire. Et ce copil a mis en place la création d'une formation Covid, puisque l'une des structures a un centre de ressources qui a permis, avec bien sûr, je dirais, une réflexion, de construire une formation de sensibilisation au Covid. Et tous nos professionnels, sur la première phase, ont été accompagnés sur une formation en e-learning sur ces logiques-là. Donc, on a eu aussi cette possibilité de pouvoir partager un peu cette logique-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on a aussi fait une deuxième version de cette formation qui a permis de pouvoir encore étayer et permettre cette logique d'accompagnement de nos personnels. L'expérience, je peux vous dire, est très enrichissante, très intéressante, puisque ça a permis aussi, dans un deuxième temps, de pouvoir donner des possibilités à des personnels qui étaient vraiment en difficulté d'arrêter leur emploi parce qu'ils étaient un peu dans une crise de loyauté avec leur famille et de se dire je ne sers à rien, de rester je dirais, dans la possibilité d'action. Et ça, aujourd'hui, on est dans une logique où on a très peu de déficit d'absentéisme. Tout le monde est là, avec une logique aussi que j'ai envie de vous dire, au tout début, était sur une logique de volontarisme. On a eu des volontaires de départ, et ces volontaires se sont mobilisés dès le départ et qui ont aussi amené des appels d'air où les autres se sont aussi installés dans cette même logique. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une position au sein de notre association volontaire sur cette action d'aide et de soutien, et sur des champs qui n'étaient pas systématiquement le leur. Une dernière chose peut-être à vous partager sur cette logique d'expérience. Nous étions sur une partie au départ gratuite, puisque nous étions sur nos fonds, sur nos budgets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes sur une logique qui est peut-être de prêt avec financement. Et nous essayons, puisque nous avons vraiment observé un besoin, et nous avons aussi observé que nos professionnels étaient de bons professionnels, pouvant être dans des logiques de techniciens d'intervention sociale familiale, pouvant suppléer des logiques éducatives pour des moniteurs éducateurs ou des éducateurs SP, mais aussi des aides ménagères qui pouvaient aussi travailler dans une logique de maîtresse de maison. Et donc, ça nous a permis d'offrir une possibilité je dirais, de faire de l'intérimaire du social, sans vouloir le faire particulièrement, mais on est plus ou moins dans cette logique-là aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment une vraie difficulté, on est vraiment dans un environnement assez particulier, où maintenant, il y a des appels réguliers auprès de nos services pour pouvoir organiser cette logique de suppléance. Et aujourd'hui, on ne trouve que du positif pour l'instant, en sachant que, c'est vrai, ça ne peut pas se faire sans accompagnement. Je parle bien au niveau des structures qui reçoivent donc ce prêt de personnel, et aussi nos personnels qui vont peut-être être mis à disposition. Par contre, on observe, et ça avec le temps, et ça je pense que c'est l'environnement qui fait ça, une distanciation avec nos professionnels, du fait qu'ils puissent être à distance et qui ne sont plus, je dirais, en lien direct avec nous. Donc on va travailler sur des logiques de vision régulière pour pouvoir un peu faire de la coopération et aussi pour travailler avec eux sur le lien qu'ils ont avec leur structure pour pouvoir essayer de travailler de façon beaucoup plus efficiente. Mais sinon, dans cette logique de coopération, on ne voit que du positif. Après, il faut dire que auprès des acteurs avec qui nous avons pu travailler, certains sont dans l'opportunité, d'autres sont dans la construction.
parce que bon, ça ne peut pas non plus être, je dirais, inopérationnel de pouvoir se dire qu'aujourd'hui on était en difficulté, mais est-ce qu'on pourra peut-être demain être encore? Donc pourquoi pas changer les choses? Donc c'est une belle opportunité, mais il faut vraiment l'appuyer, le promouvoir, car ce n'est pas systématiquement au goût de chacun de pouvoir travailler avec l'autre. On a cette difficulté, ce frein, je pense, dans notre culture professionnelle, dans notre culture française, on va dire, ou européenne, je ne sais pas, de cette difficulté de pouvoir partager sans avoir peur qu'on nous pique notre idée ou qu'on nous pique quelque chose. Et là, je pense que l'économie sociale et solidaire a cette chance, c'est qu'on est dans une logique de capital commun. Et ça vaut peut-être le coup de pouvoir creuser encore dans ce sens et pouvoir faire encore émerger des belles coopérations et des belles idées, et surtout un accompagnement de qualité, puisque moi, j'ai pu observer par mes différentes visites, par exemple, dans nos accompagnements, des relations, par exemple, avec des mineurs étrangers, puisque nous n'avons jamais travaillé avec des mineurs étrangers, où on a accompagné, donc nos TISF ont été travaillés dans des foyers avec des mineurs étrangers, une richesse, une qualité dans les échanges, dans les interactions, un renouveau des regards. Et ça, c'est ce qui fait notre champ, quoi. Donc, et ça a du sens. Et puis des maîtresses de maison qui étaient aides ménagères au départ et qui arrivaient dans un foyer avec une dizaine d'enfants, où les enfants étaient autour de cette maîtresse de maison, alors qu'elle était dans un parcours d'insertion en RSA au départ, il n'y a même pas 2 ans. C'est prodigieux. Et ces personnes étaient en première ligne et en demandaient encore plus. Et elles se sont révélées grâce à ces logiques d'interaction. Donc moi, je pense que vous l'avez bien compris, que la coopération est mon truc. Ça me botte. Et celui qui veut, il vient, pas de problème, on est OK. Voilà. Il y a des questions peut-être. Merci, merci Daniel. Et je ne sais pas s'il y a des questions, si déjà parmi les autres intervenants, si ça fait aussi écho par rapport à ce que Daniel vient d'évoquer, parce que je pense que c'est évidemment en lien aussi avec vos propres expériences, même si elles sont différentes. Si parmi d'ailleurs les participants, il y a des personnes qui ont déjà eu recours à du prêt de main-d'œuvre et qu'elles veulent nous faire un petit témoignage, soit par le chat, soit en levant la main, parce qu'on a la capacité de vous faire prendre la parole aussi pour plus d'interaction. C'est évidemment possible. Alors, je ne sais pas s'il y a une première réaction de la part des autres intervenants sur ce point. Sinon, on peut continuer. Sinon, comme vous souhaitez. Je vois pas de questions à ce stade. Ce que je vous propose, c'est qu'on… Oui, Daniel, vas-y, tu lèves la main. Oui, on était en train de réfléchir à mettre en place un GEC, un groupement d'employeurs, puisque là, nous avons monté du fait de cet appel d'air et de cette envie de mettre de la valeur dans nos actions, on a mis en place un groupe pilote en apprentissage à l'IRTS d'Arras, alors que c'est la première fois qu'on fait de l'apprentissage pour ce métier de TISF. Et cette dynamique a donné beaucoup de sens. Et je me souviens que dans les réunions d'information, j'évoquais toujours cette logique de coopération. Ça donnait beaucoup, je dirais, de repères et de compréhension du champ. Et ça sortait un peu de cette logique clivante, de cette logique de domicile qui était collée à l'aide ménagère et pas dans une logique d'action sociale. Donc, ça donne du sens aussi dans l'image. Je pense que la coopération est intéressante. Et puis, ça renoue un petit peu à la logique de développement et de création. Voilà. Ouais. C'est clair, merci. Ouais. Donc, s'il y a des partenaires, on veut ouvrir, tout est possible en GEC. C'est une proposition en direct. Écoute, je t'enverrai les contacts si on en a. N'hésitez pas à vous manifester. En tout cas, ça me donne une bonne transition en tout cas, pour donner la parole maintenant à Florène Chopard, merci, qui est chargée de développement au CRGE, donc Centre de ressources pour les groupements d'employeurs. Vous allez nous présenter aussi cette structure, bien entendu, pour être sur un autre modèle, qui est aussi complémentaire, qui est la question des groupements d'employeurs. On sait que beaucoup de questions se posent autour de cet enjeu-là. Écoutez, je vous laisse la parole pour nous présenter les enjeux, je dirais, essentiels de cette notion et vous présenter également. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci à l'UDES d'avoir invité le CRGE pour cet événement. Donc, oui, je suis Florène, je suis chargée de développement au Centre de ressources pour les groupements d'employeurs. Donc, nous sommes une association qui a été créée en 1999 à Poitiers, mais qui aujourd'hui intervient à 3 niveaux. Alors, d'abord, on a un niveau régional qui est en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on a pour mission de promouvoir et de développer les groupements d'employeurs du territoire et on va animer les réseaux locaux.
Et pour ça, on est financé par la région et la Directe Nouvelle-Aquitaine. Après, on a aussi un niveau national. Donc là, on a une équipe technique, on a un service juridique, un service social, etc., qui sont à la disposition de tous nos adhérents, donc qui peuvent être dans toute la France. Et on organise aussi la rencontre nationale des groupements d'employeurs. On a aussi une partie où on œuvre à faire évoluer les dispositions législatives et réglementaires qui sont en faveur des groupements d'employeurs. Et puis, on a aussi une fonction d'observatoire. On accompagne aussi à la création des groupements d'employeurs dans toute la France. Et après, notre troisième niveau d'intervention, ça va être au niveau européen, où on va participer à l'essaimage du dispositif en Europe et on a participé à la création du Centre européen de ressources pour les groupements d'employeurs. Voilà. Donc ça, c'était pour le CRGE. Je vais essayer de présenter les groupements d'employeurs de manière simple et efficace. Les groupements d'employeurs, c'est une idée qui émerge en Poitou-Charentes dans les années 80, plutôt dans le milieu agricole, puisqu'à l'époque, les agriculteurs, ils peinent à recruter sur des petits contrats précaires. Et donc, l'idée, c'est de mutualiser leurs besoins de main-d'œuvre pour pouvoir proposer des contrats qui sont plus intéressants. Et cette façon de faire, elle va prendre de l'ampleur. Le dispositif groupement d'employeurs est inscrit dans le Code du travail en 1985. Et le fait que cette inscription dans le législatif, il va donner la possibilité à des entreprises de s'associer pour mutualiser les emplois. Et donc, on passe du secteur marchand un peu avec quelque chose d'un peu informel, avec quelque chose de cadré, de formel, et qui peut aussi se déployer dans le secteur non marchand. Donc, un groupement d'employeurs, c'est une asso dans la majorité des cas. Ça peut être aussi une SIC, mais je vais parler d'asso ici puisque ce sera plus clair pour que vous compreniez. Donc, un groupement d'employeurs, c'est une association qui réunit plusieurs structures qui vont se regrouper pour embaucher du personnel qu'elles ne pourraient pas employer seules, ou en tout cas pas à temps plein. Donc, c'est un dispositif aussi de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Alors, qui peut adhérer à un groupement d'employeurs? On peut trouver des entreprises, donc n'importe quelle taille, TPE, PME, voire multinationales. On peut aussi avoir des associations qui vont adhérer à un groupement, des collectivités territoriales ou des établissements publics ou semi-publics, les hôpitaux, les EHPAD, des chambres consulaires, des CCAS, etc. Donc ça, ce sera sous certaines conditions. On va trouver aussi des groupements d'employeurs dans plein de secteurs différents. Ça peut être dans tous les secteurs et sur pratiquement tous les métiers. Donc, on va trouver dans un groupement, je vais appeler ça GE pour aller plus vite, un groupement d'employeurs. Donc, dans les GE, on va trouver des métiers de production, des métiers de l'artisanat, mais aussi des fonctions support comme l'administratif ou des compétences plus qualifiées, de l'expertise comme des missions de DRH, de DAF ou des choses autour du numérique. Enfin, voilà, vraiment, tout est possible. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans un groupement d'employeurs, on est dans une relation tripartite, c'est-à-dire que c'est bien le groupement d'employeurs qui recrute des salariés, qui va mettre à disposition des entreprises qui sont elles-mêmes adhérentes au groupement d'employeurs. Donc, il y a bien un contrat de travail qui est entre le groupement d'employeurs et les salariés. Le GE, c'est l'unique employeur du salarié et les mises à disposition, elles se font via des conventions de mise à disposition entre le groupement et ses entreprises adhérentes. Ça, c'est très important à savoir. Les groupements, ils vont également pouvoir être un véritable appui en termes de conseil RH auprès de leurs adhérents, puisque non seulement ils font le recrutement, la gestion des paies, la gestion des mises à disposition, etc., mais ils développent aussi, souvent les permanents, donc ceux qui travaillent vraiment pour le développement du groupement en lui-même, ils vont développer quand même des compétences en termes de gestion des compétences, de gestion des plans de formation, etc. Et donc, ça peut être un vrai appui pour leurs adhérents, mais ça peut aussi être un vrai appui, par exemple, pour les collectivités territoriales dans des démarches de gestion prévisionnelle des compétences territoriales, par exemple. Voilà. Le groupement, il est pensé pour plusieurs choses. D'abord, il va venir compléter des besoins en main-d'œuvre qui connaissent une forte saisonnalité, mais une forte saisonnalité récurrente. Je pense par exemple, on va avoir des GE qui recrutent des animateurs ou des animatrices du périscolaire. Donc, en fait, ces groupements, ils vont être constitués de clubs sportifs, d'écoles, de colonies de vacances qui vont se mettre ensemble pour pouvoir recruter des animateurs et des animatrices. Et le temps va être lissé
de manière à pouvoir proposer un CDI temps plein à ces animateurs et animatrices et pas une succession de petits CDD hyper précaires. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut aussi trouver les jeux qui sont plutôt pensés pour permettre le recours à des compétences qualifiées, pointues, mais qui ne vont pas nécessiter un temps plein. Je pense par exemple à un jeu donc, qui n'est pas dans nos marchands pour le coup, mais qui est sur un territoire d'industrie de la Gironde et qui recrute. Il y a 50% des salariés qui sont mis à disposition qui sont des ingénieurs QHSE, par exemple. Et puis la troisième chose, ça peut être combler un besoin en temps partiel récurrent, comme nous, par exemple, au sein du CRGE, nous sommes nous-mêmes adhérents d'un groupement d'employeurs, et donc nous avons une personne qui vient une fois par semaine pour gérer, qui nous est mis à disposition et qui vient une fois par semaine pour gérer notre communication, par exemple. Pour l'état des lieux un peu des groupements en France, donc pour l'instant, on dénombre 6500 GE en France. Il y en a une grosse partie quand même qui est agricole. Alors, en moyenne, il y a 58 adhérents dans un GE. Les 2/3 des emplois sont des CDI et les 3/4 des emplois proposés dans les groupements d'employeurs sont des temps complets. Au niveau des groupements non marchands, on va en recenser 500 actuellement. Après, c'est difficile de bien recenser les groupements d'employeurs, mais je pense qu'il y en a à peu près 500. Donc, GE non marchand, ça veut dire que les adhérents de ce GE sont eux-mêmes non fiscalisés. Donc, ça va être plutôt dans les milieux du sport, de la culture, de l'éducation populaire, du médico-social. Et on va trouver plutôt des micro-GE, c'est-à-dire 2-3 associations qui vont créer un emploi. Et on ne trouvera pas de permanents, donc de personnes qui gèrent vraiment le GE. Donc, un GE, c'est donc une structure qui est créée à l'initiative d'acteurs économiques qui vont s'associer et s'entendre pour répondre vraiment à un besoin de main-d'œuvre. Et donc, le groupement, il va permettre plusieurs choses et ça reprend un peu les éléments que vous présentiez, Charles, au début avec les différents types de mutualisation. Ça va permettre d'abord la coopération interentreprises sur un territoire puisque, comme le GE est une association composée d'adhérents, la gouvernance, elle est bien composée des entreprises, entre guillemets, utilisatrices. Donc, forcément, on est amené à travailler ensemble. Et puis, ça induit aussi une relation de confiance puisque les salariés, ils vont dans plusieurs structures qui peuvent être éventuellement concurrentes. Donc, il faut vraiment dépasser ça et réussir à coopérer. Donc, souvent, ça produit des choses intéressantes sur un territoire. Le groupement, il va aussi permettre la sécurisation juridique de la mise à disposition, puisqu'on a un contrat de travail, on a des conventions de mise à disposition. Puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'il va limiter l'émiettement du temps de travail, puisque bien sûr, l'idée, c'est d'avoir plus de flexibilité pour les employeurs, pour les adhérents, mais c'est aussi l'idée d'avoir une vraie sécurité pour les salariés. Donc, on va essayer de mettre en place des CDI à temps complet ou partiels s'ils sont choisis. Et puis, on va être dans une logique de sécurisation des parcours professionnels puisque les personnes, en n'ayant qu'un seul employeur, même s'ils sont dans plusieurs structures, ils ont un seul employeur. Donc, il y a de l'ancienneté, il y a des congés payés, il y a des conventions collectives aussi. Il y a une convention collective qui peut les protéger. Voilà, il y a plein de choses qui sont mises comme ça. Et puis, il y a un suivi de leur carrière, il y a un plan de formation, ils ont du CPF, etc. Et donc, on est dans la déprécarisation de l'emploi. Et puis, enfin, les GE, ils vont permettre aussi de consolider des activités, mais aussi de l'emploi sur un territoire. Et donc, on est dans le développement de l'emploi plus pérenne, la lutte contre la désertification des territoires. On rend des territoires plus attractifs et on est dans du développement local, économique, mais aussi social. Voilà. Donc, pour conclure, les GE, ils vont permettre de coopérer pour faire baisser la précarité, ils vont permettre de mutualiser pour avoir accès à des compétences. Et puis, ça va être l'occasion d'externaliser de façon sécurisée plutôt que de ne pas recruter du tout. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. C'était très clair, en tout cas pour moi. Alors, je vois que Daniel a une question, donc vas-y, je te laisse la parole. Alors, donc dans le terme d'un groupement d'employeurs, il y a des conventions, à mon avis, pour l'ensemble de ces personnes qui sont appartenant à ce groupement. Quelle est la convention prioritaire? Alors, des conventions pour qui? Pour les adhérents? C'est-à-dire que normalement, le groupement répond à une convention collective, si je ne dis pas de bêtises, et les autres adhérents pourraient avoir d'autres conventions collectives. Laquelle qui serait prioritaire? Ouais. Alors ça, ça peut être un vrai souci, notamment pour la formation.
En fait, effectivement, quand un groupement se crée, alors il y a plusieurs. Soit c'est un groupement monosectoriel, puisqu'il y a toutes les entreprises ou associations, peu importe, qui vont adhérer, ont la même convention et donc on choisit celle que tout le monde a, bien sûr. Et après, à partir du moment où on fait des groupements d'employeurs qui sont multisectoriels, c'est un travail avec la directe. Et donc, la convention collective qui va être appliquée, ça peut être en fonction du type de métier qui va être proposé dans le GE, ça peut être en fonction du nombre du type de structure que l'on y retrouve, ça peut être en fonction aussi du pourcentage de mise à disposition, auprès de quelle structure ça va être fait en majorité, voilà. Mais ça, c'est pas vraiment le groupement le groupement qui se crée, il peut avancer des arguments, mais c'est plutôt la directe qui aura un point final. Et c'est vrai que ça peut poser problème, notamment pour la formation, puisque qui dit convention collective dit OPCO. Et on a certains groupements qui vont, par exemple, avoir une convention collective du BTP. Pour autant, ils vont mettre à disposition sur plutôt des fonctions support. Et donc, ils n'ont pas besoin de former les personnes sur des formations à proprement parler BTP. Ils vont avoir besoin de faire monter en compétences sur de la gestion de projet, etc. Et du coup, c'est assez difficile pour eux de débloquer les fonds. Donc, nous, on essaye de travailler avec la directe et avec les OPCO pour réfléchir à ça. On est sur un projet actuellement, mais qui vient juste de débuter, puisqu'on a pas mal, effectivement, ça peut tout à fait arriver dans les groupements multisectoriels que ça pose problème. Ouais. Ça répond à votre question ou pas? Oui, non, ça répond tout à fait. L'idée, c'est que c'est la directe qui a la main à première vue, si je comprends bien. Après, bon, vous savez que ça dépend des directs, en fait. Ça dépend mais il y a certaines directs avec lesquelles je pense on peut bien échanger. Et voilà, après, ce sont pas forcément non plus les services des idées avec lesquels nous, on travaille. Ça peut être d'autres services que l'on ne connaît pas. Donc, nous, on préconise quand même le fait d'intégrer aussi le service de l'air direct dès le début, en fait, dès qu'on crée son GE pour qu'ils aient bien connaissance du projet et qu'ils puissent faire un choix éclairé, on va dire. Parce que ma question venait donc cette expérience que nous avons vécue où on avait quand même une inéquité sur les différents contrats de travail entre les personnes qui étaient éducateurs SP, qui étaient en loi 66 ou 51, et nous qui étions dans la convention collective de l'aide à domicile. Et donc, il y avait des fois des tensions. Et donc, c'est pour ça que j'évoque ça en me disant, si demain il y a un groupement, laquelle? Et donc, on est sur 3 champs, donc ça peut être des fois très compliqué. Ouais. Et après, ça peut-être mettre en place un conflit qui peut être difficilement des fois solutionnable sur une discussion, mais plutôt de façon plutôt prud'homale. Et là, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, j'ai pour compléter une question dans les participants de Fleur Espinou, donc je vais lui permettre de parler. Je ne sais pas si elle est. Normalement, on vous entend. Il faut activer le micro. Le micro fonctionne. Ouais, c'est bon. Oui. Bonjour à tous, donc Fleur Espinou, je suis directrice des ressources humaines de la Page du Nord, association donc dans le secteur médico-social, dans le milieu du handicap. Et effectivement, je trouve ça très intéressant, les groupements d'employeurs. Je m'étais déjà un petit peu renseignée, mais merci vraiment pour cette présentation. Je me demandais justement si sur certaines fonctions, je vous entendais parler de fonctions type QHSE qui effectivement voient parfaitement l'intérêt d'un groupement d'employeurs aussi pour l'échange de bonnes pratiques, etc. Ça me paraît particulièrement intéressant sur ce type de fonction. Donc, quelle peut être notre démarche à nous déjà pour savoir quels sont les groupements d'employeurs qui pourraient nous correspondre? Je ne vous entends pas très bien. Quelle peut être votre démarche pour savoir quel groupement d'employeurs pourrait déjà exister dans notre secteur et sur notre territoire. Et puis, sinon, comment fait-on comment ça se passe généralement la création d'un groupement d'employeurs? Qui se lance? Comment? Quelles sont les premières démarches à effectuer? Merci pour cette question très concrète et qui direct. Ouais, non, mais. Ouais. Allez, Florène. Sans qu'une seule réponse, bien entendu. Courage. Alors, pour trouver un groupement d'employeurs, moi, je dirais qu'il faut que vous regardiez sur Internet. Il y a peut-être possibilité aussi d'aller chercher auprès de la directe ou voir avec aussi, je sais pas, le mouvement associatif ou peut-être des réseaux qui sont sur votre territoire.
Moi, je vais être limitée pour répondre à votre question pour 2 raisons. La première, c'est que je suis plutôt sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et la deuxième, c'est que ça fait 1 mois et 3 jours que j'ai rejoint le CRGE et que je ne suis pas voilà, à 100% encore peut-être. Mais on pourra échanger, je pourrais prendre Non, vos mais coordonnées si l'idée, vous voulez aller plus loin. Après, pour bien les… sûr, l'idée, c'était pas spécialement d'avoir une réponse pour moi aujourd'hui, c'était plus savoir vers qui se tourner pour avoir les renseignements, quoi. Ok, donc Ouais. la direct. Bah oui, je penserai à ça. Après, voilà, c'est nous après parce que vous pouvez après voir avec nous, avec le Ouais. CRGE, si on a des adhérents sur votre territoire. Pour l'instant, nous, on n'en a pas. Mais après, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on n'a pas d'adhérents qu'on n'a pas de lien avec certains groupements. Donc voilà, vous pouvez, voilà, les centres de ressources, parce qu'on n'est pas le seul, mais les centres de ressources peuvent être une bonne ressource. Voilà. Après, pour la création d'un groupement, ce qui est important, nous, on insiste beaucoup au CRGE sur le fait d'avoir un collectif. Parce qu'il y a des groupements qui veulent se créer, mais en fait avec des structures qui ne veulent pas prendre le temps de vraiment s'impliquer dans le groupement. Et donc, on sait que un groupement, il faut qu'il soit porté quand même, puisqu'il est gouverné par ses adhérents, et donc ça demande du temps. Donc, il faut déjà un collectif qui ait une idée du temps que ça va prendre et qui soit OK pour s'impliquer et être un peu moteur aussi pour que le GE se développe et aller chercher d'autres structures, parce que faire grossir son GE, c'est quand même intéressant, puisque après ça permet de financer une personne ou plusieurs personnes qui vont être salariés permanents du groupement et le faire vivre, et donc aussi permettre à la gouvernance de se dégager du temps quand il y a un permanent, une permanente. Donc l'importance du collectif, il est très important. Après, au niveau de l'étude de faisabilité, ce qui est important aussi, c'est de savoir quel type d'emploi on aimerait proposer dans le site de GE en fonction de ce que l'on est nous. Mais pour aller plus loin, on peut normalement… Alors, il fut un temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas dans tous les territoires, donc je ne voudrais pas m'avancer, mais pas trop m'avancer, mais vous pouvez aussi contacter les directs qui financent parfois des études de faisabilité pour le montage des groupements d'employeurs. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller faire voilà, pour vous accompagner. Après, bon, vous avez aussi le CRGE qui peut vous accompagner à la création. Mais voilà, vous avez aussi un guide de l'AVIS qui est très, très bien fait sur la création des groupements d'employeurs non marchands. Il est vraiment très bien, très complet. Voilà, donc la directe pour l'étude de faisabilité, l'importance du collectif, et puis ce guide de l'AVIS, et puis le CRGE. Est-ce que ça répond à votre question? Mais écoutez, tout à fait. Merci beaucoup. Ouais, super. Merci beaucoup pour cette question, en effet, très concrète, mais que je pense que beaucoup de personnes se posent. Et la réponse n'est pas unique et pas simple, mais en tout cas, on a bien compris, c'est important de se mettre en réseau et d'essayer de voir ce qui se passe à travers tous les acteurs. C'est un peu aussi l'objet de ce webinaire. Écoutez, sauf s'il y a d'autres questions, d'autres interventions, mais elles seront possibles également ensuite. Jean-Marc, oui. De toute façon, j'allais te donner la parole, mais allez-y. Oui, bonjour. Pour clarifier par rapport au sujet et l'intervention de Florène, vous avez souvent évoqué la notion d'adhérent. Est-ce que vous pouvez clarifier effectivement cette notion et cette précision? Daniel a évoqué tout à l'heure la question des GEIQ, donc des groupements d'employeurs de l'insertion et de la qualification. Est-ce que c'est un sous-ensemble des groupements ou est-ce que c'est des dispositions qui sont pleinement séparées effectivement des groupements d'employeurs? Et la troisième question que j'ai, c'est vous évoquez des groupements d'employeurs marchands et des groupements d'employeurs non marchands. Quelles sont les incidences dans votre propos par rapport effectivement à ce distinguo? Ok. Alors, pour la première question, je parle d'adhérents puisque les groupements d'employeurs sont bien des associations pour la majorité des cas. Je vous laisserai développer pour les SIC, mais
Donc, en fait, pour pouvoir utiliser, entre guillemets, des salariés, il va bien falloir adhérer à un groupement. On ne peut pas faire de mise à disposition d'un salarié auprès d'une entreprise qui n'a pas adhéré. Donc, on est obligé de devenir adhérent à un groupement. Voilà. Est-ce que c'est OK pour cette question, Jean-Marc? Ouais. Ensuite, pour la deuxième question, c'était les GEC. Les GEC, oui. Alors, les GEC, c'est un type de groupement d'employeurs, mais ce sont des groupements d'employeurs qui sont à part, puisque déjà avoir un GEC, pouvoir parler de GEC, ça demande un agrément de la directe, donc c'est très cadré. Dans les GEC, on ne trouve que des personnes qui sont en alternance, donc contrat pro ou apprentissage, etc. Et le parcours du GEC, il va durer entre 6 et 24 mois. Alors que l'idée du groupement d'employeurs, c'est bien de garder les personnes le plus longtemps possible. Alors que l'idée du GEC, c'est bien de former les personnes, de leur donner un diplôme. C'est vrai que je n'ai pas forcément parlé des GEC, mais en tout cas, il y a la fédération des GEC qui est très bonne dans ce qu'elle fait. Il y a plein d'informations sur leur site et apparemment, ils sont très actifs et présents sur les territoires. Donc, il ne faut pas hésiter, pour celles et ceux qui sont intéressés par les GEC, à aller voir leur site. Voilà. Jean-Marc, c'est OK pour cette question? OK. Et la troisième, donc c'était GE marchand, non marchand. Je fais le distinguo pour une raison que j'ai pas abordée, pas parce que je voulais le cacher, mais parce que j'avais 10 minutes, donc voilà. Mais il y a une chose importante, c'est vrai, à savoir, c'est l'aspect de contamination fiscale. C'est-à-dire qu'un groupement d'employeurs qui n'est composé que de structures qui ne sont pas fiscalisées, donc souvent on parle de groupement d'employeurs non marchands puisqu'il n'est composé que de structures qui sont non marchandes et du coup ne sont pas soumises à TVA. Donc un groupement d'employeurs à la base doit être fiscalisé, sauf s'il est composé uniquement de structures qui ne le sont pas. Pour autant, si une structure fiscalisée rentre dans un groupement qui ne l'est pas, c'est tout le groupement qui est fiscalisé et du coup, les mises à disposition, les factures des mises à disposition vont être soumises à TVA. C'est bien pour ça que je fais la différence. Après, je parlais aussi de GE non marchand parce qu'on est à l'UDES et que peut-être que ça pouvait plus intéresser les structures. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais le distinguo. Mais encore une fois, c'est quelque chose, puisque je vous ai dit que le CRGE avait aussi une activité vraiment à l'échelle nationale de plaidoyer et de défense des droits et des groupements. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on se bat depuis plusieurs années pour favoriser la mixité fiscale dans les groupements d'employeurs, puisqu'on encourage vraiment à ce que les structures puissent mélanger, en fait, parce que notamment quand c'est des échelles territoriales, une TPE, elle pourrait très bien, des TPE, des artisans, etc., pourraient tout à fait avoir envie de travailler avec des collectivités ou des associations et embaucher sur des fonctions transversales. Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est un enjeu. Et d'après vous, pourquoi, puisque la disposition que vous évoquez effectivement en termes de mixité fiscale a déjà été, cette proposition énoncée dans un rapport du Conseil économique et social national en 2018. Quelle est la résistance, selon vous, effectivement, face à cette mesure? Quel est le problème qui se pose pour effectivement avoir cette mixité fiscale? Parce que de toute façon, elle est très simple à organiser. Ouais. Puisque les sociétés commerciales ont des numéros de déclaration de TVA et celles qui ne le sont pas fiscalisées n'en ont pas. Donc, il suffit effectivement d'avoir le numéro de SIRET et le numéro effectivement de déclaration fiscale ou du sociétaire pour savoir si effectivement lui facture de la TVA qui sera de toute façon transparente. Parce que là c'est aussi complètement aberrant puisque en cas effectivement de groupement d'employeurs marchands, on va facturer de la TVA à une société qui va de toute façon la récupérer.
Donc, l'opération est complètement neutre. Mm. Et à ce motif-là, on interdit effectivement une mixité fiscale au niveau des groupements d'employeurs. D'après vous, la motivation, la raison de fond là-dessus, c'est quoi? Je ne peux pas vous répondre puisque là, pour le coup, ça aurait été plus intéressant que ce soit Cyrielle Berger, ma directrice, qui gère tous ces dossiers de plaidoyer, qui soit là. Moi, je ne sais pas. J'imagine que c'est aussi puisqu'on estime que les groupements d'employeurs sont dans le champ concurrentiel et que c'est peut-être une fleur qu'on nous fait pour les GE non marchands de ne pas être soumis à la TVA et qu'à partir du moment où on ne veut pas être 100% non physique. Enfin, voilà, c'est soit on est non marchand, soit on l'est pas. Donc, c'est les cases quand même qu'on trouve tout le temps. Mais je vous rejoins. Enfin, nous, on se bat depuis longtemps pour cette mixité fiscale. Le seul intérêt est l'inverse. C'est-à-dire que, effectivement, si vous êtes marchand, vous ne supportez pas la taxe sur salaire. Oui. Donc, en fait, c'est les GE non marchands qui sont pénalisés et non pas, effectivement, les groupements d'employeurs marchands. C'est le fonctionnement inverse qu'il faut avoir comme raisonnement. Soit-il. Oui, effectivement, c'est ce qu'on explique. Et d'après vous, vous avez évoqué les groupements d'employeurs d'insertion et qualification. Est-ce qu'un GE, là aussi, est-ce qu'un GE peut porter un groupement d'employeurs d'insertion et qualification ou pas? Ou est-ce que c'est à chaque fois, il faut faire deux silos séparés? Parce que je trouverais personnellement, en termes de méthode, tout à fait cohérent qu'un groupement puisse aussi, mais j'ai aussi une vocation de formation et d'accompagnement de personnes pour leur montée en qualification. Et à terme, je peux même utiliser mes adhérents qui sont dans le groupement d'employeurs et qui ne font pas effectivement ce type d'opération, mais pour trouver une sortie en termes d'emploi. Est-ce que là aussi, il peut y avoir mixité au sein d'un groupement d'employeurs, c'est-à-dire avoir un volet groupement d'employeurs d'insertion par la qualification et un volet groupement d'employeurs pur, où il faut séparer à chaque fois juridiquement les deux structures? Alors, il me semble qu'il faut séparer les deux structures, mais là encore, je vais botter en touche. Voilà. Mais non, mais je ne suis pas sûre, je remarque. Non, mais c'est pas vis-à-vis de vous. C'est Daniel. Si Daniel qui évoquait tout à l'heure la question de coopération, et on s'aperçoit que les premiers freins à des questions de coopération sont des questions, effectivement, de mon point de vue, fiscales, sociales, de parcours, de séparation, de structures juridiques qui freinent effectivement les coopérations. Après, parce que chacun a son régime fiscal, chacun a… Bon, c'est comme la question de la convention collective, etc. Bon, enfin. Après, alors, c'est peut-être un chantier pour l'UDES, si vous le permettez. Oui, tout à fait. Sur le volet du plaidoyer, on voit bien qu'il y a des enjeux encore à pousser. Faire évoluer la législation en la matière, parce que sincèrement, à titre personnel, je ne vois pas ce qui s'y oppose. Alors, sauf que peut-être qu'on peut dire que parfois nos énarques n'ont pas de bon sens, mais le bon sens voudrait qu'effectivement, il y ait mixité des GE, GE et GUIQ, il y ait mixité fiscale. Ça ne pose, selon moi, aucun souci. Mais bon. Non, mais c'est un sujet qu'il faudra continuer à travailler là-dessus pour faire bouger les lignes, en effet, pour que ça soit plus simple et que les coopérations ne se heurtent pas, en effet, à ces enjeux, je dirais, techniques et qui semblent dépassables malgré tout. Donc, ça me semble… D'autant plus qu'il y a un très bon rapport. Hein, je vous invite à aller le télécharger. Ouais. Le rapport du 16 de 2018. Qui est très complet parce qu'il fait en même temps alors il est un peu ancien en termes de statistiques, les statistiques sont meilleures aujourd'hui, il y a plus de groupements d'employeurs aujourd'hui, il y a plus de personnes concernées aujourd'hui qu'en 2018, mais néanmoins sur la législation, sur les fondamentaux, il est très, très précis. Alors il est un peu long, hein, c'est un rapport du Conseil économique et social, donc il faut avoir envie effectivement de se le coltiner. Bon, ça peut être un bon livre de chevet, vous avez une page et vous êtes sûr qu'effectivement vous vous endormez sans souci. Donc ça veut dire qu'au bout d'une semaine, vous avez lu l'entièreté du rapport.
mais vous pouvez procéder effectivement par étapes. Et puis, il y a toute une autre partie qui est une partie effectivement perspective. Et force est de constater que ce rapport qui a été remis, me semble-t-il, alors je ne sais pas à qui, à quel ministre, mais qui a été remis en tout cas à quelqu'un du gouvernement, manifestement, n'a suivi qu'un effet, alors qu'il avait été adopté, si ma mémoire est bonne, me semble-t-il, à l'unanimité de tous les membres et de tous les groupes tous les groupes du Conseil économique et social national. Donc, ce qui est quand même un fait rarissime. Hein. Il y a toujours une organisation qui veut montrer effectivement sa différence ou sa particularité et qui se prononce contre. Là, il y a eu unanimité, que ce soit des organisations syndicales patronales, des organisations syndicales salariales, etc. Donc, ça me semble effectivement être assez particulier pour le souligner. Ben on ira lire pendant nos week-ends confinés ce rapport et en effet, il faudra se baser dessus pour avancer sur ces enjeux. Ben, Jean-Marc, tu avais la parole, je vais te la confier de nouveau. Alors plutôt là, cette fois-ci pour ton témoignage. Et je rejoins Florène pour vous remercier de l'organisation effectivement de ce webinaire. Bon, très simplement, Florène a évoqué fortement le statut le associatif pour la composition effectivement juridique des groupements d'employeurs. Depuis août 2005, il est permis aux groupements d'employeurs de se regrouper sous forme coopérative. Alors ça, c'est le titre générique. Et il peut se regrouper donc sous forme de coopérative loi de 47. Loi de 47, c'est la coopérative de base, voire sous forme de coopérative de consommateurs, voire sous forme de… Alors, je m'excuse, il y a un intervenant qui a dit, est-ce que vous pourriez préciser un spectateur, pardon, qui a dit, est-ce que vous pourriez préciser les sigles? Donc, on va parler de SIC. Alors, la SIC, c'est la Société coopérative d'intérêt collectif. Alors, les deux premiers termes, vous le comprenez. Société coopérative, intérêt collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la seule forme de coopérative existante qui n'exige pas qu'il y ait une catégorie d'associés qui soit majoritaire en capital. Toutes les coopératives, alors la SIC vient d'une loi de 2001, toutes les coopératives la famille fondatrice, la famille entre guillemets, ou la catégorie d'associés fondatrices doit être majoritaire en capital. Vous êtes dans une coopérative de consommateurs, les consommateurs sont majoritaires en capital. Vous êtes dans une coopérative forestière, les forestiers sont majoritaires en capital. Viticole, etc., agricole, etc. Vous êtes dans une SCOP, une coopérative qui est détenue par ses salariés. Les salariés doivent être majoritaires en capital. Ils ne doivent pas être seuls, ils doivent être majoritaires. La SIC est la première coopérative où on dit qu'il n'est pas nécessaire et indispensable et exigé qu'il y ait une famille particulière, il y ait une catégorie d'associés particulière qui soit majoritaire en capital. C'est donc le premier intérêt, effectivement, de la SIC. Alors après, on fait du croisement de droit. Florène a eu raison de le souligner. Normalement, dans le cadre d'une société coopérative, la société coopérative qui fait commerce n'est pas obligée de faire commerce, peut ne pas faire commerce avec des non-associés, ou peut faire commerce avec des non-associés plutôt. Voilà. Il n'est pas obligé d'être associé pour effectivement faire commerce avec la société coopérative. Sauf dans le cas précis des groupements d'employeurs, puisque là, on croise les droits, c'est-à-dire que là, on est dans la spécificité du secteur des groupements d'employeurs. Et là, pour ce qui est si vous constituez le groupement d'employeurs sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, il faut que les adhérents soient détenteurs effectivement de capital. Tout comme si vous l'organisez sous forme associative, il faut que les adhérents honorent une cotisation. Pardon. Si effectivement vous êtes sous forme coopérative, il faut que les adhérents possèdent du capital. L'intérêt du capital pour la société détentrice, c'est que, premièrement, ça n'est pas une charge, c'est une immobilisation financière.
hein, puisque lorsque vous prenez part dans une société, c'est une prise de participation financière. Ce n'est pas comme une cotisation. Une cotisation, c'est effectivement une charge d'exploitation. Donc ça, c'est le premier intérêt, me semble-t-il, à mes yeux, c'est-à-dire que ça permet effectivement de constituer des groupes d'employeurs avec déjà un apport au capital. La particularité des SIC aussi, c'est que les pouvoirs publics, au sens général du terme, peuvent posséder, s'ils le souhaitent et s'ils souhaitent soutenir l'objet social de la SIC. Et là, je pense qu'on est dans un contexte où on peut solliciter, me semble-t-il, les collectivités locales et aux priorités, me semble-t-il, les conseils régionaux ou des conseils d'agglomération qui ont délégation de développement économique par le conseil régional, de soutenir effectivement la création de groupes sous forme coopérative, de SIC, puisqu'ils ne pourront effectivement apporter du capital à la création effectivement de ce groupement d'employeurs. Alors, on a eu une réunion préparatoire où Florène me faisait remarquer qu'effectivement, il y a une question de solidarité entre les membres d'un groupement d'employeurs par rapport aux dettes fiscales et sociales que générerait la défaillance d'un des membres. Alors, Florène, à cette occasion-là, me faisait remarquer que d'une part, ce type de difficulté pouvait même être clairement maîtrisé, puisque on va adresser effectivement des factures ou des recouvrements de prestations mensuellement. Donc, du coup, un mauvais payeur ou un payeur défaillant, le mois suivant, on est normalement, sauf si on fait des délais de règlement à 90 jours, alors là, c'est sûr que… mais si on fait des délais de règlement à 15 jours des réceptions de factures, on s'aperçoit très rapidement si effectivement l'adhérent concerné ou l'associé concerné est défaillant ou mauvais payeur. Donc, il y a quand même le risque est quand même minoré. Néanmoins, de mon point de vue, effectivement, en société coopérative, c'est qu'il peut être édicté un règlement intérieur entre tous les membres associés qui prévoit qu'effectivement, en cas de défaillance d'un des membres, on impute la perte concernée sur son capital en priorité. Donc, ça veut dire qu'effectivement, j'apporterai du capital dans un groupement d'employeurs et de ce fait, si je suis défaillant, c'est d'abord mon capital qui est détruit, donc il devient un produit exceptionnel pour effectivement couvrir la défaillance. Ce qu'on oublie bien souvent, en général, par rapport aux sociétés coopératives, c'est que toute société coopérative de qualité, si vous me permettez l'expression, prévoit un contrat d'engagement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'apporte une part sociale que je suis libre de mon engagement de souscription. Alors, généralement, dans les SIC, par rapport à la catégorie client, on fait coïncider le volume financier d'apport au capital avec le volume effectivement de commerce. C'est-à-dire qu'au plus je vais utiliser effectivement la SIC en termes de services, au plus effectivement je vais capitaliser au sein de la SIC. Donc quelque part effectivement d'une part je vais accompagner son besoin en fonds de roulement, une satisfaction partielle de son besoin en fonds de roulement, et d'autre part surtout je vais sécuriser puisque je vais augmenter ma participation, ma souscription au capital, et si donc je suis défaillant, forcément, à un moment donné, cette souscription au capital, elle est quelque part proportionnelle aux affaires que je réalise effectivement avec la société coopérative d'intérêt collectif. L'autre intérêt, de mon point de vue aussi, de la société coopérative d'intérêt collectif, c'est aux associations, je m'en excuse, mais je connais certaines associations qui n'offrent pas de droit de vote à ses membres adhérents. Et on sait que ce n'est pas possible. Alors que dans le statut associatif, c'est tout à fait permis. Et je pourrais vous sortir des statuts nombreux et divers où effectivement les membres adhérents n'ont pas le droit au chapitre. Et dans une société coopérative, dès lors que vous avez du capital, vous êtes forcément effectivement convié en assemblée générale et vous avez forcément effectivement un droit de vote à exercer. Ce qui me semble être une expression démocratique beaucoup plus conséquente que parfois sous forme associative où on s'organise sur des collèges
sur ça, on ne donne pas de droit de vote. Par contre, la SIC aussi permet effectivement de minorer le poids des différentes catégories d'associés en termes de droit de vote. Donc, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de droit de vote, ça veut dire que mon poids de vote peut être minoré en fonction de ma catégorie d'appartenance. Est-ce que je suis salarié de la SIC? J'aurais peut-être un droit de vote inférieur à ceux qui sont souscripteurs et clients de la SIC, voire vice-versa. C'est dans les statuts constitutifs qu'on détermine effectivement ce rapport de force au sein de la SIC. Par exemple, une collectivité locale pourrait très bien dire « je n'ai pas intérêt à avoir un droit de vote en proportion du capital ou un droit de vote effectivement supérieur aux autres membres parce que j'ai apporté plus en capital, etc. etc. » Voire même, elle peut se mettre dans une catégorie d'associés où le droit de vote serait minoré en disant « moi, mon intérêt, c'est que le groupement d'employeurs existe et pas que j'exerce un pouvoir sur ce dernier. » Enfin, pour finir, dans le cadre effectivement d'un groupement marchand, l'intérêt de la SIC pour moi est évident par rapport à l'association, c'est que fiscalement, la SIC, pour ce qu'elle met en réserve impartageable, donc comme dans une association qu'elle mettrait en report à nouveau positif, là, la SIC, ce qu'elle met effectivement en réserve impartageable est défiscalisée de l'impôt société. Alors qu'en association fiscalisée, c'est strictement impossible. L'assiette fiscale s'impose effectivement sur l'ensemble des excédents de gestion ou du bénéfice qui est produit par l'entité. Voilà ce que, de façon synthétique, je me permettais effectivement de vous indiquer. Alors, j'ai rappelé en termes de bibliographie le rapport du 16. Vous avez aussi, si vous voulez aller plus loin, le site officiel du mouvement des SCOP et des SIC. Alors, c'est les-sic.coop. N'hésitez pas, c'est le site officiel des SIC et vous y trouverez toutes les informations à jour et réellement officielles juridiquement. Oui, ça me fait penser que, Charles, il y a, me semble-t-il, un enjeu qui n'est pas du tout évoqué dans l'arbre de la décision. A été évoqué les enjeux financiers, les enjeux fiscaux et les enjeux RH. On oublie malheureusement trop souvent les enjeux de gouvernance et de structuration juridique. Or, c'est, me semble-t-il, important. Et il y avait une spectatrice, me semble-t-il, qui avait posé une question sur le régime fiscal mère-fille. Tout à fait. Néanmoins, j'ai vu ta réponse, Charles, mais préciser que cette collusion de régime fiscal fonctionne à partir du moment où les deux entités ont le même régime fiscal. Donc, ce n'est pas forcément une société et une autre société, ça peut être une association qui possède à 100% le capital d'une société, mais ça suppose que l'association a le régime fiscal que la société, c'est-à-dire qu'en clair, elle soit soumise à la TVA, à l'IS, à la contribution économique territoriale, à la contribution foncière des entreprises, etc. Voilà, merci de votre écoute. Et puis, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci Jean-Marc pour ces éléments et en effet montrer qu'il y a de différentes stratégies possibles, différentes alternatives possibles, en effet, en fonction aussi des configurations et des propres enjeux des acteurs et la SIC en fait partie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce volet-là en particulier. Florène, après, je laisserai bien sûr les gens poser leurs questions, mais c'était juste sur quelques éléments. Oui, bien. Alors, sur la responsabilité solidaire dans les associations ou dans les SIC, effectivement, elle concerne les dettes sociales. Et elle peut être… moi, je ne pense pas qu'il y ait de meilleur ou de moins bon, quoi. Enfin, les SIC, ça dépend du projet, ça dépend de plein de choses. Moi, j'aimerais, par exemple, au CRGE, qu'on travaille avec dans le milieu agricole, bio, etc. Je pense que la SIC sera… ce sera beaucoup plus intéressant que ce soit des SIC qui portent les GE, par exemple. Bon, bref. Donc, il n'y a vraiment pas de meilleur ou bref. Mais en tout cas, je voulais juste donc repréciser que ça concernait bien que les dettes sociales, cette responsabilité solidaire, et que
les groupements d'employeurs, ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés, mais même les associations peuvent déduire leurs bénéfices imposables des provisions pour leur trésor et pour la responsabilité solidaire. C'est tout à fait légal de faire ça. Il y a une loi, il n'y a pas de souci sur ça. On peut vraiment mettre ça de côté. Ça, c'était la première chose. Et après, bon, oui, pour les associations qui refusent que leurs adhérents votent, moi, je suis assez étonnée, mais c'est pas parce que ça existe que c'est quelque chose que l'on voit tout le temps. Je veux dire, l'idée, c'est qu'aussi on aille, qu'on soit dans quelque chose de vertueux et de positif, et de se dire que on essaye aussi de créer des jeux qui sont intéressants avec des gouvernances qui sont vraiment engagés et dans la répartition du pouvoir de manière la plus intelligente possible, quoi. Voilà, c'était tout. Désolé Florène, la vertu n'est pas le juridique et le droit n'est pas la justice. Donc le statut ne fait pas la vertu. Je suis tout à fait d'accord. Je disais simplement que il est possible en droit associatif de ne pas faire voter ses adhérents. C'est strictement impossible en droit coopératif. Voilà, c'est tout. Alors, mais tu as raison de le noter, et Florène a raison également d'indiquer que l'idée, en effet, pas de dire qu'il y a un meilleur ou un bon système, c'est simplement qu'il y a différents systèmes et que du coup, ils peuvent être aussi plus adaptés en fonction de vos configurations et de vos réalités, aussi votre niveau, je dirais, d'intégration sur ces enjeux. En tout cas, merci Florène et merci Jean-Marc pour ces précisions, je crois que c'était très clair. Peut-être pour une dernière intervention, Christophe, pour un dernier regard, un dernier témoignage. Tu es président de la mutualité N Nord-Pas-de-Calais, la mutualité française, et tu souhaitais aussi nous présenter une autre stratégie, je dirais, en tout cas une autre stratégie qui a été adoptée par la mutualité, notamment sur les questions d'adhésion, et je te laisse la parole pour nous présenter ça. Oui, oui, merci Charles. N Nord-Pas-de-Calais, tu rajouteras le pas, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être frustrés. Il a sauté, oui. Il a sauté. Pour moi. C'est pas grave. Donc, juste pour rappel, mais il y avait peut-être une slide pour rappeler ce qu'est la mutualité, en tout cas en Nord-Pas-de-Calais. Donc, elle porte deux marques aujourd'hui. La marque Filvi, qui est une marque liée au secteur sanitaire, donc l'hospitalisation à domicile et les soins de premier recours avec des centres de santé dentaires, ophtalmologiques, et médicaux. En l'occurrence, c'est à peu près 600 collaborateurs sur ce territoire. Et une deuxième marque, puisque nous sommes les seuls commerçants sans but lucratif dans ce pays. Il y a des épiceries solidaires qui existent, mais globalement sur l'optique et l'audition, nous sommes des commerçants sans but lucratif, et c'est à peu près 200 collaborateurs sur la région. Donc, la mutualité est l'émanation de mutuelles, et à la gouvernance, nous avions jusqu'à aujourd'hui essentiellement dans notre conseil d'administration des mutuelles. Depuis cette année, nous avons, donc ça c'est la slide d'après, nous avons permis donc les mutuelles de la mutualité sont les seules adhérentes de l'Union et administrent l'Union. Depuis cette année, nous avons ouvert nos statuts, et donc toute structure sans but lucratif peut adhérer à la mutualité et donc profiter de l'ensemble des services de fonction support ou de communication qui existent au sein de notre union. Donc ça permet effectivement mutualiser les fonctions support, ce que j'ai indiqué, et profiter de la notoriété de nos mutuelles, qui sont nombreuses, variées, mais les plus grosses qu'on connaît, Aesio, Vive, Massif, MNH, MGEN et d'autres, qui harmonient, qui sont effectivement autour de table. Donc, pas d'exigence, l'adhésion est gratuite. Après, on partage quoi, et quels sont les besoins des entrants qui sont forcément sans but lucratif. Alors, ça peut être d'autres mutuelles de livre 3, entre guillemets. Alors, le livre 3, c'est des mutuelles qui portent de l'offre de soins, mais ça peut être aussi d'autres opérateurs, et au sens large, même des opérateurs de la formation qui diraient, nous, ça nous intéresse de profiter des services et de partager
nos fonctions. Donc, c'est un système beaucoup plus souple, sachant que du coup, la personne morale qui adhère, elle garde son autonomie en termes de décision, sa stratégie, etc. Bien entendu, si c'est une stratégie de mutualisation avec les services de la mutualité, ça se décide dans le conseil d'administration de la mutualité et le partage se fait à ce niveau-là. Donc, il y a une perte un peu de pouvoir sur le partage des fonctions, mais par contre, sur la stratégie de l'association en tant que telle, elle peut continuer de fonctionner. Mais on peut aller au-delà, bien entendu. On peut aussi aller sur des partages, comme tu l'as dit tout à l'heure, de montants financiers, de prêts entre structures, puisque ça rentre dans le cadre d'un fonctionnement de groupe, en fait. Voilà, c'est pour montrer que il y a il y a d'autres solutions qui existent à partir du moment où les acteurs de notre monde, en tout cas, se mettent d'accord, ce qui est souvent plus simple que dans d'autres structures concurrentielles. Voilà. Merci Christophe pour cet éclairage. En effet, c'est aussi l'idée de montrer, comme tu l'as dit, qu'il y a en fait toute une multitude, je dirais, de stratégies plus ou moins intégrées, plus ou moins complexes, avec leurs intérêts, leurs limites, et qu'on souhaitait là aussi présenter. Alors, je ne sais pas si ça fait déjà une première réaction parmi les autres intervenants aussi par rapport à ce qu'on s'est dit aussi sur les participants, mais il me semblait intéressant en effet de pouvoir mettre en avant cela, notamment par rapport à ce que disait Daniel aussi en début de webinaire sur l'importance de coopérer et d'avoir ces outils-là à disposition, de savoir qu'ils existent. On s'était rendu compte, nous, que finalement, c'était pas forcément le cas. Il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions et avec des représentations qui sont parfois biaisées ou limitées ou un manque d'information tout simplement. Et il nous semblait important de pouvoir essayer d'apporter ce premier niveau d'information. Bien entendu, on va aller plus loin et on va vous renvoyer vers les ressources qu'ont citées Florène, Jean-Marc, Daniel et Christophe tout au long de ce webinaire pour que vous puissiez aussi aller dans le détail, je dirais, ensuite par rapport à ces sujets. Écoutez, sauf à ce qu'il y ait d'autres interventions, Christophe, je peux te laisser, si tu le souhaites, dire quelques mots de conclusion par rapport à ce projet, notamment en lien avec l'ADEC qu'on mène en Hauts-de-France. Voilà, je te laisse la parole pour conclure. Merci d'abord à tous les participants. Merci aux intervenants très chaleureusement, en l'occurrence. Remercier en tout cas la Directe qui nous a accompagnés sur ce dossier. Bien entendu, je te remercie Charles pour l'ensemble de la mise en œuvre de ce webinaire. Bien entendu, l'ADEC, l'intérêt, c'est effectivement que les employeurs se retrouvent autour de la table, puissent partager leurs problématiques, puissent les faire remonter, et que nous, au niveau de l'UDES, on puisse vous faire un retour. Donc, n'hésitez pas à solliciter Charles s'il y a des besoins sur vos structures. Nous nous chargerons, en l'occurrence, de faire le retour et en tout cas de travailler sur ces sujets. Je vous remercie. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.